Today we will discuss about indicators. Indicators are not intelligence. So what are the contribution of contextual analysis? So in the panel today we will have with us Joep Goemers, founders and CEO of Eclectic IQ, which is a global threat intelligence, hunting and response technology. We will be with Dr. Paul Vixie, an internet pioneer. Thank you very much for your contribution for the internet security. And Paul is the chairman and CEO, co-founder of Farsight Security. We will be also with David Groot, CTO EMEA of FireEye. And we will finish the panel with Julien Leroux, which is the Nous avons aussi cybersecurity professional. He was in the public and private sector like ANSSI and French Army Ministry. And I will present myself. I'm Ngok Nguyen. I'm Deputy General Manager of BSSI, which is a cybersecurity expertise and consulting company. So today we will introduce the subject with Joep. Donc aujourd'hui, nous allons commencer le sujet avec Joep, et puis nous allons ensuite passer à Paul, et puis David, et nous allons terminer par Julien. Et puis nous aurons 15 minutes pour des questions-réponses. Merci beaucoup. Joep. I'm leaving the anticipation to grow. Can I start maybe? Alors, est-ce que je peux commencer par poser une question? Qui travaille dans le domaine des renseignements? Quelqu'un qui utilise les renseignements dans leur système? Super, impeccable. Donc, je vais essayer d'être assez superficielle en quelque sorte. Donc, nous sommes ici aujourd'hui parce que dans les menaces par rapport aux renseignements, il y a eu un débat, il y a toujours une question sur le type d'intelligence utilisée, qui sont les indicateurs. Ce sont des mécanismes pour observer, détecter les mauvaises choses. Sont-ils suffisants ou alors est-ce qu'il faut d'autres choses? Et c'est ce qui recontextualise l'intelligence dans ce contexte. Donc je vais essayer de vous expliquer ce que sont les indicateurs, l'intelligence, sa valeur ajoutée. Je vais laisser les panélistes répondre à cette question. Nous allons commencer avec les menaces par rapport au renseignement. Et je pense que nous pouvons avoir divisé cela en 4 catégories. Donc tout d'abord, les informations de base, les attributions. Ensuite, les personnes ciblées. Quel type de système, quel type de personne, quel type de secteur, quel type de brèche. Et puis, quels sont les outils utilisés pour y arriver? C'est ce que l'on appelle les TTP, les outils, les techniques et les procédures. Alors, ce sont les boîtes à outils qu'ont les voyous, les criminels, et puis les outils pour détecter les indicateurs, les signatures, les modèles. Ils vont vous expliquer comment est-ce que les criminels exploitent leurs victimes afin d'appliquer des méthodes pour atteindre leur but, et c'est comment fonctionne le monde des indicateurs, comment détecter quelque chose qui ne fonctionne pas bien, et puis expliquer les menaces aussi. Et donc si vous travaillez dans ce domaine, vous devez mettre en place un savoir-faire, des connaissances pour savoir qui le fait, comment il fonctionne, comment les observer. Et puis, vous utilisez ces informations dans différents contextes. Par exemple, vous pouvez utiliser des informations sur la manière dont cela fonctionne pour essayer d'éviter ces menaces en changeant la manière, en changeant votre configuration. Ou alors, vous pouvez détecter des menaces en utilisant des indicateurs et voir
qu'il y a un problème dans votre environnement. Ou alors imaginons qu'il y a quelque chose, qu'il y a eu quelque chose, vous utilisez les renseignements pour aborder le pirate informatique et vous pouvez savoir qui ils sont, comment ils fonctionnent, les méthodes qu'ils utilisent, les outils qu'ils utilisent pour voir comment améliorer votre réseau. S'ils sont déjà introduits dans le réseau, il vaut mieux aller rapidement, il vaut mieux y arriver rapidement, mais il faut trouver qui ils sont pour pouvoir comprendre comment ils le font, pourquoi ils le font, qui ils sont, qui ils ciblent, etc. Alors, je vois si je peux aller un petit peu plus loin au niveau des indicateurs. On va essayer. Donc, un problème dans notre secteur, c'est comment détecter les menaces. Les indicateurs sont un mécanisme pour les détecter. On utilise une partie d'information qui, lorsqu'elle est observée, indique qu'il y a un problème. Donc, par exemple, si on voit un fichier, on se dit « Ah, cela pourrait correspondre à ce groupe chinois. » Ou alors, un serveur, ça, ce serait peut-être le groupe anglais dans le système de télécom. Donc, les indicateurs sont des choses statiques, mais pourtant, le monde évolue et ils évoluent également. Les indicateurs suffisent-ils pour se protéger ou est-ce qu'il faut un autre élément? Ou alors, est-ce que les criminels changent eux-mêmes? Il y a également des indicateurs de compromis, des indicateurs d'attaque. Il y a des indicateurs plus dynamiques, des modèles de menaces que l'on peut appliquer. Des signatures complexes qui expliquent également un certain comportement. Pour que vous ne fassiez pas simplement de la détection des choses qui sont déjà passées, mais des choses qui se passent actuellement. The way they think, or maybe you can detect what they're trying to accomplish, and you're using that to be able to identify adversaries without you knowing the specific instance of the threat at that point in time, in any case. I'll leave the introduction at that for now. Remember, intelligence is a very large spectrum of information, which you can use in many different contexts. Risk management, Ce le hai in mano? fraud, detection, response, but you're going to need different parts of that story in each context to do that work well enough. And the big Ah oui, Et la ici, controverse, c'est que nous utilisons les renseignements, donc et nous vendons ces indicateurs, mais c'est juste le début. C'est le début d'une histoire, c'est le début d'une connexion qui vous permet d'arriver à des résultats. En tout cas, ils vont vous expliquer comment ils sont arrivés à leurs résultats. Paul, vous pouvez peut-être commencer. Eh bien, je vais essayer. Donc, notre secteur a hérité d'une grande terminologie de l'histoire des conflits armés et non armés. Et en particulier, nous utilisons de nombreux termes. Ces termes ont été repris. Alors, avant, on parlait d'intelligence parce que c'était l'intelligence humaine. Maintenant, on parle d'intelligence parce que c'est étant l'intelligence des robots. Ce que l'on entend aujourd'hui, ce n'est pas l'intelligence d'avant, produite par les humains, mais c'est l'intelligence produite par les machines. Et selon moi, un indicateur, ce n'est pas très utile pour les humains. Si, c'est utile pour les humains pour voir les autres criminels. Par exemple, les TTP. Par exemple, on voit si quelqu'un est du coin ou si quelqu'un ne l'est pas. Ça, c'est notre type d'indicateur. Ainsi, on pourrait éviter certains
certains événements. Mais ce n'est pas l'intelligence dont on parle ici. Ce qui m'intéresse, moi, ce sont les capacités de détection. Donc, par exemple, vous pouvez dire, alors j'ai ce fichier, j'ai un client qui cherche un nom de domaine, et donc il va regarder pour un nom de domaine et il va devoir détecter et voir si il va être infecté ou pas. Alors, moi, je viens d'un contexte où on travaille dans le DNS. Il y a différents moyens de détecter les menaces, les indicateurs, mais vous pouvez également le faire grâce à la détection d'un comportement. Par exemple, s'il n'y a rien de statique, s'il n'y a pas un flux, alors il est temps d'agir. Ou alors en entendant d'un réseau fiable qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a un virus en circulation, alors vous allez peut-être faire attention. Une grande partie de ce que nous faisons, c'est de se préparer pour la réaction. Donc nous enquêtons, nous investiguons pour mettre en place un processus de réaction pour que s'il y ait une menace, on la détecte. Et la plupart du temps, il y a de nombreuses capacités. On dépense beaucoup de capacités inutilement. Si l'on revient à l'intelligence qu'on entend actuellement, donc l'intelligence automatique, comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser? Comment est-ce qu'on pourrait utiliser des indicateurs comme une adresse IP, des noms de domaine, des noms de fichiers, des signatures? Comment est-ce qu'on va pouvoir les utiliser? Eh bien, en général, on va les utiliser pour déterminer que nous sommes attaqués. Et la manière de mieux nous préparer, ce n'est pas uniquement avec les indicateurs, mais c'est avec des capacités de chasse. Donc pour que lorsqu'il y ait une menace, on puisse la suivre et on puisse voir qui l'a faite. Par exemple, vous avez peut-être un indicateur, un URL, un email qui a été envoyé à l'un de vos directeurs. Si vous avez des scanners d'email, vous aurez un indicateur d'attaque. Mais la chose la plus importante que vous pourrez faire à ce moment-là, c'est d'avoir vos ressources, ne pas surréagir, mais réagir de manière adéquate. J'ai des collègues qui ne font que catégoriser. À savoir, s'agit-il d'une attaque ciblée ou alors s'agit-il d'une attaque au hasard? Et là, on peut voir s'il y a des liens, quelque chose lié à ces indicateurs. Est-ce qu'il y a déjà eu ce type d'attaque précédemment? Parce que si c'est le cas, alors vous êtes ciblé clairement. Et tout devient plus complexe. Souvent, les attaquants comprennent les technologies bien mieux que nous. Et donc, en général, ils vont réussir à la prochaine attaque. Donc, si vous êtes ciblé, il ne faut pas se dire on va laisser ça de côté, on va voir ça plus tard. Parce que peut-être que tout ceci est lié aux attaques précédentes. Et donc, il faut investiguer, et c'est là où un indicateur peut devenir une source d'intelligence. Mais ce n'est pas automatique. Si vous suivez les fils de menaces, donc si on suit le flux de menaces,
il faut être très clair sur ce que l'on entend par là et l'utilité des êtres humains. Parce que parfois le lien n'est pas direct. Parfois c'est lié à de nombreux acronymes et à des fonctions. Mais il faut trouver ce qui a déclenché un certain comportement et trouver le moment où il faut agir. Et donc, il faut faire la différence entre les indicateurs et l'intelligence. Moi, j'ai une question pour vous, pour aider le public pour l'intelligence. Pour vous, qu'est-ce que serait une bonne base pour créer un produit d'intelligence? Je ne vais pas essayer de donner des conseils sur comment créer un produit et le vendre. Je vais plutôt parler du problème de l'intégration. Certaines entreprises veulent gérer les risques et comprennent de nombreux risques et fournissent de très bons outils. D'ailleurs, des personnes à cette table la complexité est compliquée. Le problème auquel vous êtes confronté, c'est que vous êtes moins au courant de ce que vous avez en main que votre attaquant. Et donc, c'est un gros problème. Il faut faire un inventaire des systèmes, des logiciels. Vos attaquants les connaissent beaucoup mieux. Donc, il faut vraiment combler cette lacune. Réduire la complexité de cette question et comprendre ce que vous défendez pour trouver la meilleure solution. Et je pense que les entreprises qui sont représentées à cette table pourront répondre. Nous sommes tous intéressés dans la sécurité européenne. Par exemple, si vous regardez le nom de notre compagnie, Foresight, nous sommes basés sur l'observation. Et j'ai travaillé dans les réseaux dans les années 90 et nous avons compris qu'en fait, beaucoup de nos actions étaient inefficaces parce que dire aux gens ce qui est dangereux ne va les préserver que pendant un jour, tandis que si vous leur apprenez comment recouper leurs sources, alors là, ils pourront se protéger pendant toute leur vie. Et donc, les personnes qui investissent, qui font de l'intégration pour savoir qu'est-ce que je dois acheter de qui, cela dépend de votre équipe, de vous, pour que vous puissiez avoir des investissements ciblés et adéquats. Une petite anecdote. Il y a quelques temps, un client nous a demandé d'évaluer son produit. Et son commentaire a été « Oui, nous voulons de l'intelligence, nous ne voulons pas des indicateurs. » C'était une entreprise qui avait des problèmes de phishing et qui, pendant les vacances de Noël, avait plein de problèmes de phishing, pendant les vacances de Pâques également. Et la question était, si on achète des indicateurs, nous pourrons attraper toutes les personnes qui font le phishing pendant les vacances parce que, sauf qu'il faut que quelqu'un réagisse avant. Donc en regardant les indicateurs des campagnes précédentes, combinés avec votre produit, on peut voir l'infrastructure avant que commence l'attaque. Et donc ça, c'est un exemple de la composante de la détectabilité qui est utilisée pour générer la protection. C'est d'être proactif et c'est un bon exemple qui illustre votre intervention, je pense. Est-ce que l'on peut dire que les indicateurs sont obligatoires pour les produits d'intelligence? Si l'objectif n'est pas la détection, ils sont facultatifs.
Si vous voulez simplement sensibiliser à la stratégie d'entreprise, si vous voulez une configuration système, vous n'avez pas forcément besoin du nom exact du fichier d'un virus. Alors ils sont facultatifs. David, pouvez-vous expliquer comment votre équipe produit de la valeur dans ce domaine? Alors avant d'expliquer ce que l'on fait, je voudrais rebondir sur ce que l'on a dit. Je pense que l'un des éléments clés, et je pense que Julien va aborder cette présentation, c'est de comprendre les résultats que vous souhaitez pour votre entreprise. On a parlé de stratégie, d'intelligence tactique, collecter des IEC. Cela peut être cohérent en fonction de ce que vous voulez atteindre. Si vous voulez améliorer les capacités de détection, dans ce cas, il faudrait avoir davantage d'IEC. Et il faudrait être peut-être pas proactif, mais en tout cas réagir plus vite. Et si vous voulez des initiatives plus stratégiques, si vous voulez informer votre entreprise par rapport aux risques pour les éviter en termes de planification, alors dans ce cas-là, on n'utilise pas les IEC parce que vous travaillez davantage sur les TTP, le type de brèches qui sont utilisées par les pirates plutôt que les indicateurs eux-mêmes. Et donc, ce que je souligne dans tous les projets que nous faisons, c'est la plupart du temps de commencer à penser avec eux ce qu'ils veulent faire, quels sont les résultats que vous voulez atteindre, comment êtes-vous organisé en termes de processus, en termes de ressources. Et à partir de là, on peut décider de ce dont vous avez besoin, une solution ou l'autre. Si vous pouvez dépenser 15 000 € dans un projet, peut-être qu'il vaudrait mieux renforcer vos capacités avec les processus et les ressources plutôt qu'acheter un outil, utiliser un outil disponible sur Internet et renforcer, définissez, structurez-vous pour pouvoir créer ce que vous souhaitez. Et je souligne ce point parce que pour la plupart des gens, le raccourci, c'est d'acheter un produit. Et ils vont se dire, très bien, bon, voilà, j'ai acheté le produit, c'est bon, je vais améliorer mes capacités de détection. Si quelqu'un me pose des questions, moi, je vais répondre. Mais ce n'est pas juste. Il faut vraiment comprendre comment vous voulez être organisé et comment vous allez vous en sortir. Si vous voulez améliorer votre détection, ce n'est pas la même chose qu'améliorer votre processus de validation. Si vous voulez vous évaluer votre sécurité, comprendre si vous êtes prêt face à une nouvelle menace, dans ce cas-là, il faut utiliser l'ITER de manière différente. Si vous voulez des conseils stratégiques par rapport à votre entreprise, vous n'utiliserez pas le même terme, le même type d'intelligence, des fois des rapports, et en fin de compte, vous allez réussir à décider le type de plateforme, de processus dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de travailler avec une entreprise, et je voudrais vraiment souligner cela, et je pense que Julien va intervenir d'ailleurs sur cette question. Donc, voyez vraiment les objectifs que vous voulez atteindre. Pour en revenir, pardon, Paul, vous vouliez intervenir. Je ne veux pas être sarcastique, mais si votre objectif ne sont pas clairs, alors, dans le cas d'une attaque, personne ne va être licencié. Et ce n'est pas juste. Je pense qu'il faut vraiment améliorer les objectifs. Et si l'on regarde les IEC, lorsqu'on a préparé cette réunion, on s'est dit qu'il faut également contextualiser l'information. L'attribution est très importante. Connaître les attaquants,
savoir comment il procède, pourquoi, qui il cible, exactement ce que Youp a expliqué, c'est un élément clé pour que vous puissiez détecter plus rapidement, pour que vous puissiez réagir plus rapidement, que vous puissiez réduire le temps de présence de l'attaquant et que vous puissiez cibler l'attaquant tout simplement. Au début, on parle d'IOC, SHA-1, domaine, adresse IP. Ce que l'on essaye de faire au niveau interne, c'est de renforcer le processus pour vous permettre d'agglomérer l'information, de créer des clusters d'informations pour définir qui sont ces criminels, comment ils travaillent et comment être plus proactif dans la manière dont nous renforçons nos politiques en matière de sécurité. On ne veut pas être plus rapide en termes d'indicateurs, etc. Parce que peut-être qu'ils vont changer leur MD5 ou leur IP, mais il faut savoir ce qu'ils cherchent, comment ils veulent y arriver. Il faut vraiment remonter la chaîne de détection. Par exemple, en essayant de comprendre le type d'infrastructure qu'ils ont, les outils qu'ils utilisent, le machine learning. Vraiment, il faut créer des clusters. Les catégories qui ne sont pas catégorisées, là où on retrouve toute l'information, et à partir de là, être capable de confronter les informations avec les informations que l'on collecte pendant la réponse à une attaque. Je pense que c'est très essentiel pour contextualiser un événement contre lequel vous vous défendez. Donc, sur la base de ce que vous voyez sur le terrain, avec cela, vous pouvez passer à l'attribution et cela va vous permettre de chasser l'attaquant et d'investiguer davantage. Il ne faut pas simplement se concentrer sur l'IOC que l'on a détecté, il faut voir ce qu'il y a derrière. Quelles sont les techniques? Quelles sont les brèches dans mon réseau qui sont également ailleurs? Et ça, c'est très important. Et un dernier commentaire là-dessus, et puis après, je vais vous laisser poser une question. Et je pense que nous allons l'aborder. C'est la manière dont nous partageons l'information. Les IOC, c'est plus facile pour tout le monde parce que nous avons déjà des standards spécifiques. Et on en reste dans notre zone de confort pour trouver les informations. Alors que lorsque l'on parle de TTP stratégique, de méthodologie des attaquants, c'est beaucoup plus flou dans la manière dont on partage les informations. Il y a une nouvelle manière d'observer, de rechercher. Parfois, nous ne voulons pas aller plus loin parce que nous restons dans notre zone de confort. Ma question est la suivante. Vous avez dit que l'attribution est importante, mais parfois les TTP sont anonymes, ou parfois nous n'avons pas besoin de savoir que c'est l'équipe PT1, PT2. Le TTP suffit. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Non, ce n'est pas assez. Point. Si quelqu'un essaye de m'attaquer, moi je veux savoir qui c'est, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, qu'est-ce qu'ils pourraient faire et ce qu'ils cherchent. Parce que cela va changer la manière dont je me protège. Si je sais que ce sont des EPT1, c'est toute une autre histoire que des personnes qui veulent un ransomware. Je vais donc changer mon système de détection, mes locks. Donc comprendre, et Paul, vous avez pris l'exemple de la campagne générale par rapport à la campagne ciblée. En fin de compte, si je sais qui est ciblé, le PT28 par exemple, c'est tout à fait différent que de savoir que ce sont des personnes qui ne ciblent pas quelqu'un en particulier. Par exemple, on devra protéger l'architecture dans un cas
pour d'autres cas, on devra protéger autre chose. Et il faudra voir aussi l'impact sur l'entreprise qui pourrait être très différent. Juste une anecdote pour terminer, quelque chose contre laquelle je lutte depuis longtemps. Les gens se concentrent sur ce qu'ils disent. Par exemple, l'effet PFM. L'effet PFM, c'est comme un écran bleu, quelque chose ne fonctionne plus, tout a planté, tout le monde court, tout le monde veut être protégé, etc. Et éviter ce genre de situation. Si les EPT disent, les équipes par exemple chinoises avec les programmes chinois veulent mon entreprise, et s'ils ont des problèmes dans 2 ou 3 ans parce qu'ils auront volé tout mon R&D, et s'ils le vendent à mon pays, moi, je pourrais mettre la clé sous la porte. Voilà pourquoi l'attribution est importante, parce que si j'avais su cela, je sais que j'aurais dû réagir 2-3 ans avant. Et donc, moi, j'ai une question sur comment les entreprises peuvent éviter les problèmes au niveau de l'intelligence pendant leur processus analytique. Alors, je peux commencer, et puis si vous voulez rajouter quelque chose, je vous en prie. Je vais revenir au début de mon introduction. Qu'est-ce que vous voulez faire? Encore une fois, cela semble un petit peu controversé, peut-être arrogant même, mais si vous voulez acheter un tel, je vais vous dire quel en sera le résultat. Si vous ne savez pas ce que vous voulez en faire, cela ne vaut pas la peine de dépenser de l'argent. Si vous achetez une voiture, on va vous demander combien de personnes prenez-vous, avez-vous besoin de combien de sièges, est-ce que vous roulez beaucoup? Eh bien, pour l'intelligence, c'est un peu la même chose. Ce n'est pas simplement... Il ne faut pas acheter un tel produit, il faut avoir des critères. Et c'est en ayant des critères que vous allez éviter, pas tout, mais une partie des problèmes. Au moins, vous savez ce que vous voulez atteindre comme objectif. Julien, vous voulez partager votre expérience? Oui. Je vais vous donner le feedback de comment nous gérons le CTI chez EDF. Nous sommes... Le micro. Nous devons nous poser la question, ce que nous voulons faire avec le CTI. Nous avons différents types d'objectifs. Donc le premier, c'est d'améliorer la détection. On a parlé des indicateurs. Et puis, ce que l'on va faire, c'est prioriser notre campagne et prioriser et renforcer les programmes de notre système. Nous avons 2 utilisateurs de CTI que nous utilisons de différentes manières. Je vais vous expliquer cela. Nous avons différents types de flux. Nous utilisons des flux publics, des flux payants, des flux de nos partenaires publics et privés. Ce que l'on fait avec ces flux, c'est que nous les centralisons sur une plateforme et en fonction de la qualité de la source, nous attribuons une note et nous avons ensuite un algorithme qui va augmenter ou réduire le score en fonction du flux et des indicateurs. Sur la base de ce score, nous avons la capacité d'agir directement. Par exemple, ne rien faire. Si la qualité est OK, si la note est haute, si le score est moyen, on peut renforcer les capacités. Et si le score est élevé, si on a une bonne source, si les indicateurs sont au vert et que tout le monde mentionne la source, on peut par exemple agir au niveau des firewalls, des pare-feux. Alors, on contextualise lorsque on lance une alerte.
Et par le contexte, j'entends les attributs qui arrivent avec les attributs. Par exemple, on va associer un IOC avec une menace. Lorsqu'il y a une alerte, on utilise le contexte pour avoir un premier indicateur du type de menace. Et en fonction de cela, on va pouvoir voir si on utilise une solution ou l'autre. Par exemple, si c'est une adresse IP, si on voit que le contexte est un ransomware, eh bien là, il faut savoir qu'on a été ciblé par un groupe ransomware et il faut également les cibler. La deuxième étape sera de confirmer si le contexte est vrai ou pas, si c'est ce que l'on voit dans notre système de détection. Et ça, c'est important parce que ce que l'on voit actuellement dans ce contexte avec les IEC, c'est que parfois cela peut être un leurre. On peut avoir des partenaires de qualité qui nous envoient des indicateurs qui ne sont jamais mis à jour. Par exemple, vous auriez un IOC qui va déclencher une alerte qui pour nous va être une menace sérieuse, ou qu'il était il y a 2 ans, et pour nous, on ne sait pas si ce sera toujours cohérent. Donc l'important pour nous, ce sera de voir si l'IOC et l'alerte qui est liée à cet IOC est encore cohérente aujourd'hui. Et ici, je vais parler de la limite du contexte. Il est difficile de confirmer, par exemple, pour cet IOC. Si nous avons un IOC d'il y a 2 ans, avec un groupe IPT, et le contexte dit que c'est une menace TLP. Par exemple, nous ne pouvons pas chercher sur Internet cet IOC. C'est un vieil IOC avec une vieille menace. On ne saura pas s'il est encore menaçant aujourd'hui. Donc nous avons différentes solutions disponibles. On peut utiliser des bases de données hors ligne. On peut demander des mises à jour pour voir si c'est une réelle menace encore ou pas. Un autre obstacle que l'on peut rencontrer avec ces indicateurs et le contexte, c'est que souvent il est défini par rapport au point de vue de l'attaquant ou de la victime, mais pas du point de vue de l'Internet. Par exemple, si vous avez un indicateur qui est une adresse IP, vous ne savez pas si cette adresse IP est à l'époque, si l'adresse IP remonte à l'époque et s'il y avait un VPN à l'époque. Le site qui a été utilisé, qui était peut-être un site qui accueillait différentes menaces, différentes entreprises, différents groupes. Donc on ne sait pas ce qu'il y a derrière cet IP et si on se concentre sur la bonne menace. Voici les limites avec les indicateurs. Par rapport à la dissémination d'indicateurs, on pense que Hostix c'est le format standard. On a encore quelques problèmes par rapport au format en fonction des collecteurs, particulièrement lorsqu'on traite avec les URL. Et s'il y a des pentesters dans le public, essayez de voir comment on s'en sort, essayez de voir comment est-ce qu'on s'en sort dans ce domaine-là. On a encore quelques petits problèmes, mais on arrive à s'en sortir globalement. Et puis pour les CTI, chez EDF, on utilise chez EDF les CTI, qui est le deuxième niveau d'analyse. On va voir des rapports et on va essayer d'extraire de ces rapports des mesures de sécurité
pour se protéger contre des grandes menaces comme l'IPT, le sabotage, les ransomware. Et on va donner une analyse on va consolider différents rapports et on va extraire de ces rapports des éléments qui pourraient être utiles pour EDF. Ça, c'est la manière dont nous travaillons actuellement chez EDF. Par exemple, nous utilisons ce type d'analyse pour prioriser, donner des indications par rapport au SOC pour savoir ce qu'ils devraient prioriser dans leur système de sécurité. Oui, j'ai une question encore pour vous, Julien. Comment partagez-vous vos produits dans le domaine? Avez-vous des accords de coopération? Alors, il y a, oui, des coopérations, des accords de coopération avec Intercert, qui est devenu Intercert sectoriel. Alors, pour le moment, ça ne fonctionne pas encore très bien, mais comment améliorer la coopération? Il faudrait améliorer le CTI contextuel. Le problème avec cette question, c'est que si l'on veut aller dans des secteurs spécifiques comme l'énergie, je pense qu'il faut se concentrer sur le secteur énergétique et voir ce que les criminels peuvent faire par rapport aux entreprises énergétiques et essayer de fournir ces informations pour que l'on ait un avantage par rapport à eux. Et ce n'est pas vraiment ce que l'on a pour le moment avec un CTI générique. Parfois, les criminels ne se concentrent pas sur le secteur énergétique. Donc, si on se concentre que sur le secteur énergétique, on va rater tout un autre groupe. Par exemple, si l'on dit que David est le leader d'un groupe EPT, très belle promotion. Il a déjà travaillé dans différentes compagnies énergétiques et maintenant son PDG arrive chez lui et lui dit très bien, tu fais du bon travail. David a réussi à renforcer les capacités en R&D. Il comprend le processus industriel énergétique. Et c'est exactement l'information dont moi j'ai besoin. Parce que ainsi, je vais pouvoir changer les IEC, les TTP. Et des capacités, par exemple des choses qu'il a fallu des années pour mettre en place, pourront être changées en un claquement de doigts. Si je sais les informations qui sont sensibles, cela va me permettre plus facilement de prioriser pour comprendre les objectifs des attaquants, savoir ce qu'ils cherchent. Et ainsi, je pourrai être plus efficace dans ma protection. Et si l'on voit des grandes entreprises comme EDF qui ont 200 sous-traitants, nous avons quand même de nombreux atouts et nous devons savoir ce que les attaquants recherchent. Et ainsi, on aura un avantage. Et donc, vous avez posé la question, comment est-ce qu'on évite les problématiques au niveau de l'intelligence, les problèmes au niveau de l'intelligence?
En fait, il faut voir toute l'information comme un entonnoir, qu'il faut condenser en une analyse. Et moi, dans ma tête, j'ai une hypothèse. Par exemple, quelqu'un peut attaquer une entreprise énergétique. Dans la première situation, on pense que la réponse est dans les données. Donc, on va analyser les données. Tandis que si on commence avec une question, on commence avec le résultat auquel on veut arriver. Donc, par exemple, si un client me dit « Je suis dans le secteur énergétique, pouvez-vous me donner des conseils en termes de menaces, en termes énergétiques au niveau de Singapour, par exemple ?» Alors qu'il faut plutôt voir toutes les menaces qui pourraient s'orienter vers votre entreprise ou qui auraient un intérêt pour s'orienter vers votre entreprise. Et donc, je pars de la réponse et je prends les données qui vont pouvoir corroborer cette réponse. Y a-t-il des questions dans la salle? Je ne sais pas. For the speaker. Thank you very much for coming. Oui, merci beaucoup pour être venu tenir cette conférence. Alors, pouvez-vous dire qu'aujourd'hui, les sociétés qui font des investissements dans les CTI? Oui, malheureusement, oui. Et je dis malheureusement parce que, quelquefois, si quelqu'un vient nous dire donc je voudrais acheter quelque chose pour l'intelligence, et donc on va lui expliquer exactement de quoi s'agit-il, on lui demande de quoi s'agit-il, etc. Alors il y a de bonnes possibilités qu'une année après, la personne revienne et nous dise nous avons surinvesti dans les CTA parce qu'on ne les utilise pas. Je crois que leur problème, c'est un problème général, je crois. Ce problème, c'est un général. Oui, je reviens sur ce que j'ai dit auparavant, au début. À l'instar de bâtir, il faut bâtir de l'intelligence, des capacités d'intelligence avant d'acheter de l'intelligence, des capacités d'intelligence. Donc, il faut bâtir un procès, une approche généralisée pour les personnes qui travaillent dans la société avant d'acheter ces choses à l'extérieur. Alors, plusieurs personnes, plusieurs sociétés, cela dépend des pays, peut-être c'est plus en Europe, aux États-Unis qu'en Europe, mais plusieurs sociétés achètent quelque chose parce qu'ils ont un badge et ont la possibilité d'acheter, et après un an, ils ne savent pas ce qu'ont acheté. Donc, si vous voulez mesurer votre succès, alors il y aura quelqu'un qui, après un an, dira « Ah, mais on a fait des dépenses excessives. » Oui, comme société d'intelligence, je dirais au contraire qu'il faut acheter plus d'intelligence sur le marché. Mais si on considère les investissements agrégés pour comprendre les menaces, on n'investit pas beaucoup dans cela. Peut-être on n'est pas très sage dans nos investissements en ressources et on dépense beaucoup dans des secteurs tels que l'intelligence, mais il faudrait surtout réfléchir à ce qu'on dépense sur notre ressource interne, pour notre ressource interne. Merci. J'ai une question sur les sources différentes et les fuites différentes, ce qui concerne les menaces en général. Mais quel est le chiffre, le nombre qu'on pourrait dire ça c'est beaucoup et ça c'est pas beaucoup? Parce qu'on a plusieurs fournisseurs, mais je ne comprends pas la logique d'avoir un seul mot parce que c'est le meilleur, ou bien d'utiliser 10 différents parce qu'il faut utiliser 10 antivirus. Quel est le point nécessaire à tenir en considération de votre, selon vous, hein? Alors, il n'y a pas un chiffre magique, hein? Il faut voir les sociétés qui veulent avoir du succès
sont celles qui continuent à faire de l'intégration et des tests. Donc, il ne faut pas considérer les fournisseurs qu'ils ont aujourd'hui et les fournisseurs qu'ils auront l'année prochaine, mais ceux dont eux auront besoin. Parce que sinon, dans cette façon, la réponse doit être dynamique. Et alors, c'est pas toujours le bon chiffre. Il faut réfléchir beaucoup à ce qui sont notre objectif de business et au budget qu'on a pour les atteindre. Et je voudrais vous dire, vous parler d'une histoire d'une société qui voulait un serveur DNS et qui n'a pas réussi à résoudre les questions qui étaient à la base de leurs besoins. Là, on peut faire une différence vraiment très grande parce que vous pouvez acheter quelque chose en pensant que cette chose-là va vous aider à répondre à une attaque, mais vous n'auriez jamais l'attaque et donc vous avez acheté quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Donc, au contraire, il faudrait penser au marché d'ici à ce qu'elle sera dans 10 ans. Il n'y aura pas de feed disponible. Peut-être il n'y aura que peu. Et donc, on va acheter une technologie, on va se focaliser sur une technologie qui sera obsolète d'ici quelque peu. Et tout le monde devrait essayer et connaître le monde dans lequel on va bouger, mais il faut toujours essayer quelque chose, essayer et nous dire, bon, ça ne va pas m'aider, je dois chercher ailleurs, ça coûte trop pour mon budget, mais il faut toujours faire des évaluations dynamiques. Et il faut toujours réinvestir et prendre des risques, de nouveaux risques, parce que cela est lié à la possibilité d'avoir succès. Alors, je suis d'accord sur les chiffres. À la fin, on pourra avoir 5, 6 ou 10, cela dépend. Mais il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que je cherche? Quels sont mes objectifs? Parce que certaines de ces personnes-là pourront être bien pour protéger votre société, d'autres seront seulement des marques qui seront efficaces seulement sur des menaces européennes. Certaines se focaliseront sur la technologie de l'information, d'autres se focaliseront sur d'autres choses. Mais vous êtes une société française qui opère en France et donc vous n'avez pas besoin de choses dont on aura, par exemple, besoin d'une société qui s'occupe, qui opère au niveau international et qui s'occupe, par exemple, du Moyen-Orient. Donc, tout cela va influencer les chiffres dont vous parliez auparavant. Donc, oui, si je vous pose la question, si on a des nouveaux feeds, est-ce qu'on va les prendre? Et moi, je vous dis oui, mais à la fin, on se retrouve avec trop de données. Alors, il y a des choses qu'il faut faire tous les jours et des feeds qu'il faut considérer tous les jours, mais je dirais entre 5 et 10 d'open source et 5 et 10 d'une marque spécialisée, mais la chose meilleure à faire, c'est d'avoir des conversations ouvertes, des conversations sur le marché et tous les jours, il faut réfléchir sur la valeur ajoutée de ce qu'on va acheter. Parce que, mais tout le monde, on n'a pas toutes les personnes qui ont la maturité nécessaire tous les jours pour faire cela. Et donc là, c'est une barrière qu'on doit s'attendre. Il faut connaître ce qu'on veut et sélectionner, mais continuer l'évaluation. Donc, quelquefois, ça c'est un poids lourd sur notre travail tous les jours, mais on essaie de trouver des façons pour contourner tout cela. Mais il faut toujours avoir des conversations, parler aux vendeurs, parler aux sources, parler à la communauté, s'engager avec la communauté pour
avoir le point de la situation. Un groupe de 2-3 personnes sur la façon Intel pourra vous aider, par exemple. Mais au-dessous de 5 commercial feeds et de 10 open source, peut-être vous êtes dans la bonne range. Mais alors, vous parlez d'un processus de qualité. Vous devez toujours évaluer la qualité. Et ça prend du temps, mais si vous voulez avoir toute une intégration et des actions automatiques, ça c'est utile. Et vous devez aussi voir le domaine que vous voulez couvrir. Certains, vous devez les intégrer parce qu'ils sont des open source, d'autres sont des sources commerciales d'une marque que vous connaissez. Donc, il faut toujours tenir en compte le domaine que vous voulez couvrir. Alors, une toute dernière question. Je vous remercie pour vos interventions. Ma question est la suivante. Alors, une société, elle fait mieux à faire du outsourcing ou bien une société, la position de la société dans le marché en termes de grandeur de secteur pourrait influencer ces décisions, les décisions de cette société. Alors, toutes les versions de cette question sont religion, je dirais. J'ai ma religion et peut-être les autres ici autour de cette table ont leur religion, mais je vais essayer d'un point de vue un extérieur à toute religion. Donc là, la société aura certaines capacités et une vision des optiques qui sont très importantes pour les investissements de cette société. Ou bien, il faut décider de prendre une route ou bien une autre, parce qu'on est convaincu qu'un investissement est meilleur d'un autre. Mais qu'est-ce que va déterminer votre route? Ça, c'est la question. Dans un conflit pré-cyber, une attaque physique, par exemple, nous ne devons jamais, par exemple, pour un avion, nous n'avons pas à mettre un système de défense tel que le système qu'on va mettre dans une banque ou ailleurs. La plupart des attaques maintenant ne sont pas physiques. On le sait bien aujourd'hui. Et il faut considérer le cible. C'est un gouvernement, l'armée, la banque. Donc, la question à se poser est très importante parce qu'il y a toujours un minimum de défense qu'une société doit acheter. Et alors, on ne sera jamais des experts, on ne sera jamais à même de recruter des personnes et de les tenir là-dedans et d'avoir tout le portefeuille qu'il faut pour avoir toute la défense à l'intérieur. Donc, il faut faire du outsourcing. Et donc, il faut voir quel est notre minimum pour exister. D'autres fois, nous n'avons pas de minimum, mais il faut y arriver. Par exemple, il y a une banque américaine qui, il y a 7 ans, elle avait 400 000 personnes et il y avait un nombre très élevé d'employés. Donc, il y a 7 ans, ils avaient par exemple des bureaux pleins de documents en papier, mais maintenant ils ont des bureaux qui sont pleins d'ordinateurs. Et donc ils banquent, mais ils ont dû aussi devenir une société de technologie de l'information. Donc il faut
embrasser la situation d'aujourd'hui. Il faut avoir un portefeuille pour cela, pour faire face à cela. Il faut être à même de dire, OK, je ne faisais pas de la technologie de l'information, c'est pas mon travail, mais je dois apprendre à la faire parce que même mon travail sera subordonné aux technologies de l'information. Donc, il faut toujours tenir à l'esprit quelles sont les réponses qu'il faut avoir à la fin de la journée. Peut-être personne ne va se réveiller le matin avec de la peur sur ce qu'il va devoir affronter pour cette journée. Donc, c'est la responsabilité du CEO de la société d'avoir un département de sécurité, même s'ils n'ont pas un département de technologie de l'information qu'ils doivent chercher ailleurs, à l'extérieur, et des compétences qu'il faut bâtir à l'intérieur. Donc, il faut faire une analyse interne, et on peut utiliser des experts externes pour produire d'autres choses. Merci, merci beaucoup. Alors, je vous remercie tous pour cette session. On va parler du networking après la fin de la session. Donc, si vous voulez rester et parler avec nous, vous pouvez rester, vous êtes les bienvenus. Merci, merci beaucoup et merci aux orateurs qui ont pris la parole dans ce panneau.